Annick Keitessi vivait avec sa famille près d'une école de Boutaré lorsque les gardes présidentielles ont lancé les tueries dans sa ville. C'était la fin du mois d'avril et elle avait 14 ans. Le 30, un des collègues de ma mère est venu nous dire qu'ils venaient nous chercher à l'école, parce qu'ils faisaient des fouilles maison par maison, quartier par quartier. Et donc le 30, c'était prévu que ce soit chez nous. Et ce collègue de ma mère est venu montrer où on se cachait. Donc ils sont venus, ma mère a eu peur, elle est sortie. Puis finalement, elle a dit qu'elle n'était qu'avec ses enfants. Ils l'ont amenée pour qu'elle leur donne la caisse de l'école, parce qu'elle avait les clés. Donc ils l'ont emmenée, nous on est restés là. Ils sont tous partis, et puis au bout de 15 minutes, il y a eu un deuxième groupe qui est arrivé. Il devait être une dizaine. Ils ont dit maintenant vous sortez, vous avancez. En marchant, on a vu sur le côté que la carte d'identité de ma mère était en 1000 morceaux sur le côté. On s'est dit bon bah ils ont dû la tuer. À ce moment-là, on entendait quelqu'un crier en disant qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça. Puis en fait, en avançant, on voyait le bureau de ma mère, on voyait que le mur, on voyait pas ce qui se passait dedans. Mais on voyait qu'il y avait du sang qui sortait. Et nous, on est restés là. Et puis finalement, il y en a deux qui sont rentrés. Et ils ont sorti ma mère en la faisant traîner, avec les jambes qui traînaient, tenait plus debout. Et il y a un autre militaire qui s'est fâché. Il a sorti sa baïonnette et il lui a mis... il a planté la baïonnette et il a dit voilà, maintenant elle est morte, on n'en parle plus. Puis de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc on attendait. Et puis on ne bougeait pas, on ne disait rien. Mon petit frère il nous a juste demandé mais nous, est-ce qu'on est des Tutsis ou on est des Hutus? Et ma cousine Christine lui a dit non, nous, on n'est rien de tout ça, on est des chrétiens. Et puis on est resté, il y a un camion qui est arrivé. Et on nous a dit de tous monter et nous allonger dans le camion. Alors les 4 autres sont montés. Moi j'allais monter, puis j'avais un trousseau de clés, le deuxième trousseau de clés de ma mère dans les mains. Et puis il y a un des hommes qui m'a dit ah mais c'est quoi ces clés? J'ai dit c'est les clés de l'école. Ils m'ont dit bon bah alors tu pars pas, tu vas rester là, tu vas nous ouvrir les portes. Et puis le camion il reviendra te chercher. Donc je suis restée là, il y en a qui ont pris ma mère, ils lui ont enlevé ses lunettes, ses bijoux. Et puis ses chaussures, et puis ils l'ont balancé au-dessus des autres qui étaient allongés dans le camion. Et une fois qu'ils étaient partis, le collègue de ma mère m'a dit maintenant tu prends un seau et tout ce qu'il faut et tu nettoies complètement le bureau et qu'il n'y ait plus de traces de sang. Donc je suis rentrée et dans le bureau on voyait le sang avait complètement séché, était séché par terre. On voyait les traces des chaussures de ma mère et d'une main sur le bureau. Et de plein de feuilles froissées parce qu'elle avait essayé d'arrêter de saigner derrière la tête en mettant des papiers froissés. À ce moment-là, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe quand les autres montent dans le camion? Ce que tu as appris? Alors, le camion est donc parti avec ma soeur, mon frère, mes 2 cousines et ma mère. Sur le chemin, ils ont jeté ma mère au bord de la route. Ils ont continué, ils ont emmené les autres dans la forêt, dans une forêt à Boutaré. Ils les ont fait descendre. Ma cousine qui venait du Zaïre dessus, on leur a décaché la moitié de la tête qui était enfoncée. Et puis ils ont acheté ma soeur qui s'est évanouie. Après ils ont acheté mon petit frère et ma cousine Christine. Ma soeur elle s'est réveillée un peu plus tard. Ma cousine Claire qui avait reçu le coup de gourdin sur la tête, elle n'était pas encore morte et elle avait des convulsions mais elle a fini par mourir. Ma soeur elle m'a dit que mon petit frère il était tout froid et qu'elle pense qu'il était mort. Notre cousine Christine elle était morte. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en 2 groupes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis sont minoritaires et constituent une aristocratie qui domine la majorité Hutu. Mais la frontière entre les 2 groupes n'est pas absolue. En montant dans la hiérarchie sociale, un Hutu peut devenir Tutsi. Habités par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges
vont transformer ces deux groupes en deux races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante. Les Rwandais eux-mêmes, pour la couche instruite, qui était petite, mais enfin qui existait dans les séminaires ou dans les écoles d'auxiliaires de la colonisation, eh bien les Rwandais ont eux-mêmes, cette élite instruite, a appris qu'il y avait les uns et les autres, la race supérieure et la race inférieure. Et c'est cela surtout qui fait le tournant de la colonisation. Les colonisateurs n'ont pas inventé les Hutus et les Tutsis, mais ils ont donné à ce clivage social une allure raciale. Ce qui me frappe dans cette période, c'est qu'on aurait pu imaginer une révolution sociale au sens strict, c'est-à-dire d'abolition des discriminations et des privilèges. On assiste au contraire à une sorte de retournement de veste, si on peut dire, à la place du pouvoir Tutsi, un pouvoir Hutu. Et ce que demandent d'ailleurs les révolutionnaires Hutus, ce n'est pas l'abolition de ces catégories fonctionnant de façon injuste, c'est leur maintien, mais au profit des Hutus et avec un argument qui est l'argument numérique, l'argument majoritaire. Et la terminologie vraiment fondamentale du mouvement Hutu va être le peuple majoritaire. Il y a plusieurs expressions, le menu peuple, le peuple majoritaire, etc. C'est-à-dire qu'il y a une confusion totale qui s'élabore entre un idéal démocratique, la loi du plus grand nombre, et un idéal ethno-racial, c'est-à-dire les Hutus sont les vrais autochtones, la vraie race rwandaise, les Tutsis étant des conquérants étrangers. Cette idéologie raciste sert de fondement à l'État rwandais postcolonial. Dès l'indépendance, les Tutsis, environ 15% de la population, sont victimes d'un véritable apartheid. Fuyant les massacres et les persécutions, les Tutsis se réfugient par centaines de milliers dans les pays voisins. Ils n'abandonneront jamais l'idée de revenir sur leurs terres. Après plusieurs vaines tentatives de retour, ils créent dans les années 80 en Ouganda une organisation politico-militaire. Les exilés Tutsis ont désormais leur armée, le Front patriotique rwandais, le FPR.